En 2 mots, j'aimerais vous dire qu'on a, ces derniers jours, sorti deux gros travaux qui nous tenaient à cœur de sortir durant cette campagne présidentielle. L'un qui s'intitule « Une fiscalité au service de la sociale compétitivité » et l'autre que vous avez en main ce soir de façon exclusive sur le financement des entreprises, proposition pour la présidentielle, qui est une coproduction aux acteurs nombreux, puisqu'elle a engagé aussi bien Croissance Plus que l'Institut Montaigne, et bénéficié de la maîtrise à la fois de René Ricol et de Xavier Roguet, tous deux ici présents dans la salle, et que je remercie infiniment d'avoir su, dans des agendas extraordinairement complexes, trouver le temps de participer, mais mieux que cela, de présider, de piloter nos débats, nos travaux. Je lie la question de la fiscalité à celle de la croissance des entreprises, sans aucune malignité, vous en doutez. Mais dans notre rapport sur la fiscalité des entreprises, nous appelions à un choc fiscal au service de la compétitivité des entreprises. Alors, manifestement, il y a des propositions de choc fiscal en ce moment dans le débat, qui ne vont pas tous dans le même sens. Et je me permets de le souligner, puisque nous avons chiffré en fin de semaine dernière un certain nombre de propositions fiscales qui sont dans le débat actuellement, en partenariat avec les Échos, avec qui nous travaillons ce soir. Je salue aussi la présence, et je les remercie, de Dominique Seux et de Jean-Marc Vittori, qui sont des amis fidèles des manifestations de l'Institut, auxquels ils donnent toujours un relief et un tour particulier. Il me faudra d'ailleurs beaucoup de talent ce soir, puisque vous avez été nombreux à vous proposer pour prendre la parole lors de cet événement, et les tables rondes sont particulièrement riches et denses. Voilà, je parlais de fiscalité parce que nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler évidemment dans les prochaines semaines, et pourquoi pas dès ce soir, puisqu'il n'y a aucun tabou dans nos réunions, et pour vous dire que vous aurez l'occasion de lire demain dans les Échos la réponse de l'Institut Montaigne à Jérôme Cahuzac sur notre chiffrage de vendredi dernier. Voilà, donc après cette annonce paroissiale, j'ai le plaisir de céder la parole à Olivier Duhart, qui est donc le président de Croissance Plus, et qui nous a accompagnés tout au long de ce processus. Et puis ensuite, nous aurons la chance d'entendre René Ricol, qui présentera à grands traits le rapport dont je parlais tout à l'heure sur le financement des entreprises, proposition pour la présidentielle. Bienvenue à tous et merci de votre présence. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Écoutez, je vais être très rapide. Je voulais faire une allocution pour surtout remercier l'Institut Montaigne. Nous avons été très honorés de ce partenariat et de cette collaboration. Les entrepreneurs de Croissance Plus que je représente sont effectivement très soucieux des conditions de financement de leur croissance. Il y a beaucoup de choses positives qui ont été faites, et c'est vrai que quand on fait ces travaux, on oublie parfois de le rappeler, même si vous allez trouver certains passages dans l'introduction qui rappellent toutes ces actions positives. J'ai envie de citer Oseo, déjà, qui est aujourd'hui un partenaire incontournable de nos entrepreneurs de croissance, des PME, et qui a réussi à s'imposer dans le paysage. Nous sommes toujours élogieux quand il s'agit de parler d'Oseo, et nous en faisons la promotion chaque fois que nous en avons l'occasion. Le crédit d'impôt recherche, le FSI, les programmes d'avenir, tout ça sont des actions qui vont bien évidemment dans le bon sens, mais il reste un certain nombre de faiblesses, de dysfonctionnements. Certains sont faciles à corriger, et j'ai envie de citer très rapidement le non-respect des délais de paiement, qui est un combat de Croissance Plus depuis quelques mois, plus fortement qu'avant, puisqu'on note au sein de nos membres des allongements de délais de paiement, des grands groupes qui parfois, par actes assez irresponsables, prennent en otage certaines PME qui ont besoin de leur trésorerie pour vivre, qui ont besoin de leur trésorerie pour financer leur croissance. Et il serait temps de finalement faire respecter la loi, puisque ne pas payer ses fournisseurs, c'est finalement un acte illégal qui fait beaucoup de mal à notre économie, et nos entrepreneurs de Croissance Plus avaient envie aujourd'hui que je porte encore cette voix-là, parce que c'est une vraie préoccupation. La Commission européenne l'a rappelé récemment, une défaillance sur 4 en Europe est liée à un problème de non-respect des délais de paiement. Et puis, nous rappelons aussi à chaque fois qu'on nous en donne l'occasion que nos PME françaises souffrent d'un niveau de rentabilité qui est plus faible que la plupart de nos homologues allemands ou italiens,
Et c'est vrai que quand on a une rentabilité plus faible, quand ça dure une année ou deux, c'est pas très grave, mais quand ça dure 10 ans ou 15 ans, on perd ses capacités d'investissement, sa capacité à innover, sa capacité à s'exporter, sa capacité à prendre des risques. Et on parlait de choc fiscal. Et il est effectivement très important de reconnaître que finalement la meilleure protection à la récession et au chômage, c'est la rentabilité, la richesse de nos entreprises. Il faut se soucier de leur capacité d'investissement. Et finalement, le meilleur financement de la croissance, c'est l'autofinancement et la capacité qu'une société peut avoir à dégager elle-même des marges pour financer sa croissance. Merci donc à l'Institut Montaigne de nous avoir donné l'opportunité de faire parler de Croissance Plus et d'auditionner un certain nombre d'entrepreneurs de Croissance Plus. Juste un petit mot d'actualité sur Croissance Plus. Nous avons nous aussi sorti aujourd'hui un livre de propositions qu'on a appelé le petit manifeste de Croissance Plus. On y retrouvera 30 propositions pour les présidents. Alors vous voyez que par rapport à l'Institut Montaigne, comme on a beaucoup moins de moyens, on joue sur le format en fait. On n'a pas encore la même notoriété, donc on fait les choses en grand, alors que l'Institut Montaigne, qui a cette notoriété qu'on lui envie, joue sur des plus petits formats. Croissance Plus organise cette semaine à Évian, pendant 2 jours, son Spring Campus. Alors je ne dis pas ça pour vous inviter, parce qu'il n'y a plus de place, mais plutôt pour prendre date l'année prochaine. Le thème de cette année, il est simple. Comment passer de la start-up à l'ETI? Comment faire grandir nos entreprises? Bien sûr, nous aborderons des sujets de financement. Dominique, tu as la lourde tâche de t'atteler à la première table ronde et je demande aux orateurs qui t'accompagnent de bien vouloir monter sur l'estrade à tes côtés. Voilà, bonjour à tous. Donc on va démarrer cette table ronde. Alors je suis ravi d'avoir entendu les 2 conseils qu'a formulé René Ricol à l'intention des candidats, stabilité fiscale et aller chercher des capitaux sur les marchés aussi. Alors je suis ravi de voir que les principaux candidats ont entendu à merveille ces recommandations, puisque aucun d'entre eux ne fait de propositions fiscales nouvelles. On sait bien que le débat fiscal n'a pas commencé, qu'il n'y a pas de proposition à 75%, de division par 2 des droits de mutation. Donc la stabilité fiscale est devant nous. Et puis chacun d'entre nous a entendu que les marchés financiers, la finance, avaient tout leur avenir dans les projets des 2 candidats. Donc tout va bien de ce côté-là. Donc on va pouvoir essayer d'avancer un certain nombre de propositions à partir du rapport de l'Institut Montaigne sur le financement des PME et des ETI dans un contexte de finances publiques dégradées. Alors pour en parler, nous avons Élie Cohen, économiste bien connu, figure télévisuelle bien connue et notamment professeur à Sciences Po, François Drouin qui est à côté de moi, le patron d'Euseo, Hervé Novelli, qui est à ma gauche, député d'Indre-et-Loire, ancien ministre, qui a beaucoup fait pour les entreprises et la création d'entreprises, Philippe Portier, avocat associé au cabinet Gendré, qui a participé de très près à la rédaction du rapport dont nous parlons, et Christian Poyot, cofondateur, président du groupe Micropole. Alors, entreprise qui fait quoi? 100 millions de chiffre d'affaires, c'est ça? 120 millions de chiffre d'affaires? Alors nous faisons 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est 1300 personnes et on a démarré effectivement à 2 avec 50 000 francs. Voilà, donc on est une ETI. Voilà. Donc vous allez pouvoir nous en parler. Et ancien patron ou fondateur de Croissance Plus? Ancien patron. Ancien président. Les présidents de Croissance Plus tournent tous les 3 ans, c'est un poste qui n'est pas renouvelable. Voilà, mais l'association n'est pas si ancienne que ça. Non. Elle date de 97, créée par Denis Père, 350 entreprises d'ETI et de PME de croissance. Très bien, bonjour à tous. Alors ce que je propose, c'est d'aborder 3 points successifs. On va d'abord peut-être, notamment avec Élie Cohen et Christian Poyot, regarder quelle est la situation actuelle des PME ETI en France
voilà, leur taille moyenne, la comparaison avec l'Allemagne, les taux de marge, pour voir si effectivement il y a un handicap français. Voilà, faire partir sur l'angle macroéconomique, les difficultés de financement, l'autofinancement, etc. Et puis nous verrons les outils existants actuellement de financement et les propositions, la réorientation de l'épargne vers le financement de l'économie. Alors peut-être, Élie Cohen, d'abord un tour d'horizon macroéconomique de la situation des entreprises, des PME et TI en France. Très bien, je veux bien démarrer. Alors, il se trouve que nous avons fait dans le cadre du CAE un travail l'année dernière sur justement la situation économique de nos PME et en ayant, comme toujours, comme point de référence l'Allemagne. Et nous sommes allés de surprise en surprise. Alors, ceux qui sont là sont habitués, donc ils ne seront pas autant surpris que moi, mais moi, je l'ai été assez. Premier constat que nous avons fait, c'est que quand on regarde les données macroéconomiques sur l'investissement des entreprises, les entreprises françaises investissent autant que les entreprises allemandes. Donc, on s'attendait spontanément à trouver une différence très nette au profit des entreprises allemandes. Eh bien non. Quand on regarde en niveau agrégé, en niveau macroéconomique, il y a le même niveau d'investissement sur les 10 dernières années. Alors ensuite, on a essayé de savoir si, en descendant plus finement, c'était toujours le cas. Alors là, ça devient plus difficile statistiquement, mais on arrive à trouver des statistiques par taille d'entreprise. Alors quand on compare par taille d'entreprise, c'est très impressionnant. Plus l'entreprise française est petite, moins elle investit par rapport à l'entreprise allemande. Et c'est parfaitement constatable par tranche d'entreprise. Tout à l'heure, si vous voulez, je vous donnerai les chiffres. C'est très impressionnant. Donc, en gros, une entreprise moyenne allemande investit beaucoup plus qu'une entreprise moyenne française. Même chose pour une entreprise petite. Ce n'est que dans les grandes entreprises qu'on trouve des niveaux comparables intéressants. Alors ça, c'est un premier constat. Après, quand on essaye de voir sectoriellement, on constate que les petites et moyennes entreprises françaises manufacturières investissent encore moins que les petites et moyennes entreprises manufacturières allemandes. Donc c'est un deuxième élément qui vient compliquer le tableau. Quand on regarde ensuite les investissements en nouvelles technologies de l'information et de la communication, là aussi, on constate un phénomène général de moindre investissement des entreprises françaises que les entreprises allemandes. Quand on regarde ensuite les dépenses en R&D, alors là, l'élément devient très net, ça c'est global. Les entreprises françaises investissent moins en R&D que les entreprises allemandes et la situation se dégrade sur les 10 dernières années. Alors, quand vous cumulez tous ces facteurs, et puis les performances à l'exportation, je n'ai pas besoin d'insister, vous connaissez tous les chiffres. Tout ça sont des chiffres incontestables. Ah oui, qui doivent faire l'objet d'un consensus, droite, gauche, milieu, etc. Ah oui, tout à fait. Je pense que ce n'est pas discuté. D'ailleurs, je crois que l'un des éléments intéressants de cette campagne électorale, et c'est le seul point que j'évoquerai de cette campagne électorale, c'est que je crois qu'il y a un accord assez large maintenant pour estimer qu'il y a un vrai problème de compétitivité en France. Alors, après, il y a des débats, parce qu'il faut toujours que les débats se logent quelque part, sur la compétitivité coût ou hors coût. Et là, on comprend très naturellement que ceux qui ne veuillent pas incriminer le coût du travail disent que nous avons essentiellement un problème de compétitivité hors coût, et que ceux qui veulent dire que tous nos malheurs viennent des 35 heures insistent sur les problèmes de compétitivité coût. Mais en fait, même ce débat ne va pas très loin, parce que quand vous poussez loin, qu'est-ce que vous constatez? Eh bien, les gens vous disent on a un problème de gamme de produits. Nous ne vendons pas des produits suffisamment haut de gamme, et donc nous avons un problème de gamme. Mais qu'est-ce que ça veut dire le problème de gamme? Quand vous le poussez très loin, vous arrivez à la conclusion suivante que soit les Français n'ont pas les coûts des gammes de produits qu'ils vendent, ou ils n'ont pas les produits des coûts qu'ils ont. Donc en fait, vous finissez par boucler, et les problèmes de compétitivité coût et compétitivité hors coût se rejoignent. Alors, d'où vient ce problème général? Quand vous dites ces faiblesses que nous venons d'énumérer, les faiblesses d'investissement, faiblesses de R&D, faiblesses d'exportation, etc. Alors, quand vous plongez dans les comptes des entreprises, au niveau agrégé, vous constatez un résultat massif, c'est la faiblesse de l'excédent brut d'exploitation des entreprises françaises et la nette dégradation au cours des 10 dernières années. Il y a eu un véritable effondrement de ce ratio de l'excédent brut d'exploitation sur valeur ajoutée ou sur ce que vous voulez, dans des proportions considérables. Et là, la question devient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et alors là aussi, vous allez trouver les explications familières, puisque avant d'arriver à l'excédent brut d'exploitation, vous allez passer par tous les éléments du compte de résultat. Il y a ceux qui vont rester coincés en haut au niveau du compte et ils vont dire, bien entendu, c'est des problèmes de
charge salariale, soit directe, soit indirecte. Mais si vous continuez à regarder le reste du tableau, il y a des éléments très intéressants. Il y a notamment l'explosion de la fiscalité sur le cycle de production des entreprises. Ça a été une de mes surprises dans le cadre d'un rapport que nous avons fait ici pour l'Institut Montaigne. C'est l'ampleur des prélèvements fiscaux sur le cycle productif, avec toute une série de taxes qui sont assises sur la production et sur le travail, qui n'ont aucune raison d'être ainsi. Il y a un problème d'assiette travail et de surcharge de la taxation de l'assiette travail qui est absolument étonnant. Ça a été réglé avec la taxe professionnelle. Ah, pas du tout, pas du tout. Ce que vous découvrez, il faut lire l'excellent rapport de l'Institut Montaigne sur la question, vous allez découvrir toute une série de taxes. Alors, il y a les taxes sur la formation, la taxe sur le logement, la taxe même sur la dépendance. Il y a toute une série de taxes qui sont la taxe sur les transports, la taxe sur les salaires, enfin bref. Vous avez toute une série de taxes dont bien souvent on ignore l'existence, mais nous avons fait les calculs, ça représente 29 milliards d'euros. Alors que le rendement total de l'impôt sur les sociétés, c'est 55 milliards les très bonnes années. Bon, donc il y a un problème de fiscalité. Et d'ailleurs, quand vous regardez les chiffres, là aussi, quand vous faites la comparaison France-Allemagne, vous voyez bien qu'il y a ce niveau de taxation du cycle de production est bien plus important en France qu'en Allemagne. Et vous remarquez qu'au bout du bout, l'épargne que dégagent les entreprises allemandes est plus importante que l'épargne que dégagent les entreprises françaises, alors même que, et c'est une autre des découvertes que j'ai faites, leur taux de distribution de dividendes est très supérieur. Moi, je pensais que les entreprises françaises étaient en train de vider les entreprises de leur substance par des distributions de dividendes, jusqu'à ce que je constate qu'en Allemagne, le phénomène est beaucoup plus important. Là aussi, je ne vais pas vous accabler de chiffres, mais je vous les donnerai tout à l'heure si vous voulez. Donc, c'est une situation très étrange quand même qu'on a faite aux entreprises françaises, avec des charges qui pèsent sur le travail au niveau des coûts indirects qui sont beaucoup plus importants, des charges sur le cycle de production beaucoup plus importantes, un niveau de taxation finale plus important malgré des taux de distribution qui sont plus importants en Allemagne. Donc on se dit, est-ce que l'ensemble des forces ont conspiré pour affaiblir les entreprises françaises? Et je termine, je vois que tu commences à t'impatienter. Et tout boucle, parce que bien entendu, des entreprises faibles par leur niveau de résultat, par leur taux de marge faible, investissent moins, innovent moins, donc sont pris à la gorge par une compétitivité coût qui se traduit en compétitivité de prix parce qu'ils n'ont pas les marges nécessaires qui leur permettent d'encaisser les chocs des variations conjoncturelles. Donc, s'ils font des arbitrages de marge, notamment à l'export, ça diminue encore plus leur rentabilité, ça les affaiblit encore davantage, ils peuvent d'autant moins investir, d'autant moins faire de recherche, d'autant moins monter en gamme, et donc on a la boucle qui boucle complètement. Alors, par rapport à ça, je dis juste deux choses et je m'arrête. J'ai été assez surpris d'entendre ce qu'a dit mon excellent ami René Ricol tout à l'heure sur toutes les solutions qu'il envisage pour améliorer le financement des entreprises, parce que, bien entendu, tout ceci a un impact sur le taux d'autofinancement des entreprises qui s'est également fortement dégradé dans la période récente. Quand je dis période récente, c'est la période, par rapport au rapport que vous avez fait, c'est jusqu'à ce que j'ai des données comparables, France, Allemagne, Italie, Angleterre, c'était jusqu'à 2008, donc je n'ai pas les données les plus récentes. Mais donc le taux d'autofinancement s'est beaucoup dégradé au cours des 10 dernières années, et c'est un des résultats de cette situation. Alors j'ai été très frappé de constater que toutes les solutions qui étaient envisagées étaient des solutions de financement qui passaient d'une manière ou d'une autre par des organes publics ou parapublics. Est-ce que ça veut dire qu'on a tiré la conclusion que les entreprises par elles-mêmes ne pourront pas générer les mécanismes qui leur permettront de dégager des rentabilités, qui leur permettront d'investir? On va venir sur les recommandations. Donc on a bien entendu votre point. Le taux de marge, c'est combien? 31%? 32%? Alors, le 29%, taux de marge... Juste un chiffre. Juste un chiffre, je vais vous le donner tout de suite. Le taux de marge pour l'année que j'ai, c'est 32,8 contre 41,7 pour l'Allemagne et 43,5 pour l'Italie. On garde ça en tête. Christian Poyot, contrepoint ou point abondant sur la situation, abondant, je n'ai jamais sur la situation avec l'expérience microéconomique. Oui, la microéconomie, là, on va avoir assisté à un phénomène extraordinaire, on va voir la réconciliation entre la macro et la micro. Moi, sincèrement, je suis enchanté de votre discours. Le seul bémol que j'aurais, c'est de dire que vous avez été surpris de découvrir ça. Moi, ça fait 10 ans que je dis ça, grosso modo. Hein. C'est la seule petite pique que je me permettrai à votre regard, parce que franchement, je suis tout à fait d'accord. C'est la fameuse tour d'ivoire. Oui, peu importe. Je ne rentre pas du tout dans ce jeu-là. Moi, je fais partie des chefs d'entreprise qui écoutent avec beaucoup d'attention ce que disent les économistes macro, parce que c'est intéressant. Les débats d'opposer les uns aux autres sont complètement ridicules. Non, moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'il y a, dans cette campagne électorale, effectivement, vous avez raison, on parle de compétitivité.
Et c'est une bonne chose, c'est la première fois qu'on parle de compétitivité, donc il faut s'en réjouir. Maintenant, à chaque fois qu'on dit « OK, il y a un problème, très bien, maintenant comment on le règle, comment on va avancer ?» La réponse de beaucoup d'hommes politiques, et je n'irai pas plus loin parce que ce n'est pas là pour parler de politique, c'est dire « c'est les entreprises qui ne savent pas définir les bons produits ». En clair, les chefs d'entreprise, mais au-delà des chefs d'entreprise, les managers, les équipes de chercheurs, on est mauvais. On est mauvais, franchement, il faut tous arrêter, je sais pas, il faut aller se coucher à la plage, ça. Tous les Français sont mauvais. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable. On n'est pas en train de dire qu'on est meilleur que les autres, mais on est aussi bon que les Allemands. Arrêtons de nous flageller, on est aussi bon que les Allemands, on a autant d'idées, on a autant d'envie. On a autant d'imagination, etc., etc. Il faut arrêter de se flageller là-dessus. Voilà. Donc le problème de la compétitivité française, ce n'est pas le positionnement produit. Là, je raisonne de manière globale. C'est toutes les charges qui pèsent sur nous. Et ça a été évoqué par Elie Cohen à l'instant T. Moi, je parlerai du coût du travail. Quand j'entends un homme politique, et on en rencontre beaucoup en ce moment, parce qu'ils viennent beaucoup voir les PME, on est très sollicités. On nous aime beaucoup, les PME en TI. Venez nous expliquer quels sont vos problèmes. Alors, on explique nos problèmes. Et quand on les explique, ils nous demandent quelles sont les solutions, on leur explique nos solutions, et là on nous répond « Ah bah vous n'avez rien compris ». On leur dit « C'est le coût du travail », mais non, c'est pas le coût du travail. Franchement, vous n'y comprenez rien. Ce qui est un peu gênant quand même quand on a les pieds dans la glace tous les jours, d'accord ? Donc le coût du travail, la fiscalité indirecte, vous disiez que la taxe professionnelle a disparu. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi, elle a été remplacée par la CVAE. Je n'ai pas utilisé le mot disparu. Voilà, non, je vous taquine un peu. En ce qui me concerne, moi, la CVAE, elle est multipliée par 2. Multiplié par 2, je payais 500 000 €, là je vais payer 1 million d'euros. Voilà. Donc, point terminé si vous voulez. Donc, voilà. Donc on court un marathon, enfin peu importe la distance, avec un sac à dos rempli de pierres, alors que les Allemands n'ont pas de pierres. Voilà. Et ça, c'est du terrain. Nous, on fait 25% de notre chiffre d'affaires international. On est dans beaucoup de pays européens. Je connais très bien aussi la rentabilité allemande. Donc au final, par rapport à mes comparables allemands, on a 6 à 7 points d'écart de rentabilité d'exploitation. Et c'est bien de parler de rentabilité d'exploitation ou de BE. Un chef d'entreprise, avant tout, c'est ça qui l'intéresse, son chiffre d'affaires et sa rentabilité d'exploitation. 6 à 7 points de moins. Imaginez une famille, enfin 2 familles, chacune d'entre elles paye ses charges de loyer, d'éducation des enfants, etc. Puis il y en a une à la fin du mois, il lui reste 500 € et l'autre, il lui reste 2000 €. Quelle est celle qui va partir à l'étranger? Quelle est celle qui va investir? La réponse est dans la question, d'accord? Donc vraiment, ce problème de compétitivité, avant tout, il est sur un problème de coût du travail et de fiscalité. C'est le cœur du problème. Alors, à côté de ça, et lorsque nous avons travaillé sur ce rapport sous la direction de René Ricol, ça a été dit dès la première réunion. Après, il y a un deuxième problème, et qui est moins important, mais qui est quand même aussi fort, c'est vrai, c'est le financement des entreprises, que ce soit un financement court terme, moyen terme ou long terme. Mais c'est vrai que c'est bien de démarrer en disant que moi, je veux bien qu'on crée toutes les banques du monde, et je salue là aussi l'action d'Oseo. Hein, j'ai l'honneur de faire partie du conseil d'orientation d'ailleurs, mais Oseo a été vraiment une bouffée d'oxygène et est excessivement importante pour les entreprises. Mais ce n'est pas parce qu'on va créer une nouvelle banque qu'on va créer les entreprises, aider les entreprises à se développer. Un prêt, une entreprise, elle préfère s'auto-financer. Or, en Allemagne, encore une fois, le principal moyen de financement des PME, c'est l'autofinancement. Voilà, donc je pense qu'il faut rappeler ces principes de base qui sont dits par les entreprises du service, de l'industrie, de l'agroalimentaire. Tout le monde dit la même chose. Donc, il faut parler du financement, mais c'est bien de rappeler ça en premier lieu. Moi, mon seul message aux hommes politiques, ça serait bien, aujourd'hui, vous nous entendez, maintenant, écoutez-nous et ça fera peut-être avancer les choses. Bon, Hervé Novelli, vous avez écouté et entendu, vous avez été ministre longtemps. Est-ce que si longtemps que ça. Pas si longtemps que ça, oui. Trop peu longtemps. Le diagnostic. Restons encore un moment. Vous faites exactement le même. Pardon, excusez-moi. Le même diagnostic que nos 2 intervenants. Je fais à peu de choses près le même diagnostic. Je l'avais fait lorsque j'étais en situation. Je suis quand même resté 3 ans et demi sur les 5 ans du quinquennat de Nicolas Sarkozy en responsabilité sur les PME. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est cette difficulté de compétitivité des entreprises françaises et leur incapacité. Quand je dis incapacité, ça n'est pas la capacité du chef d'entreprise et de l'entreprise qui est en jeu. L'incapacité des entreprises françaises à générer une rentabilité suffisante pour financer à la fois leur cycle d'exploitation et leurs investissements. Ça, c'est le fait majeur. Et je me tuais, mais enfin j'ai survécu, hein, je me tuais à expliquer ça aux plus hautes autorités.
lorsqu'on me disait, parce que j'étais en charge au début des entreprises et du commerce extérieur, et on me disait que je ne me déplaçais pas assez, et que c'était très important pour rétablir l'équilibre du commerce extérieur que d'être un ministre du commerce extérieur qui se déplaçait partout dans le monde, que c'est comme ça qu'on allait générer certainement des commandes. Et c'est faux. La capacité à vendre, et tout le monde ici le sait, c'est un truisme que de le dire, mais la capacité à vendre à l'exportation, elle est liée à la compétitivité de l'entreprise qui vend ses produits. Donc c'est le problème majeur que ce problème de la compétitivité. Et donc, pourquoi il n'est pas entendu, à votre avis? Vous avez dit les plus hautes autorités de l'État. Bon, on ne va pas faire, mais pourquoi, à votre avis, ce discours ne passe pas? Ce serait trop long à expliquer. Il y a des phénomènes culturels, il y a aussi la méconnaissance, hein, tout simplement. Bon, il est clair que nous avons une classe politique, mais ça nous entraînerait à un autre débat, j'ai pas envie. Nous avons une classe politique qui n'est pas, on va dire les choses comme ça, familière totalement avec l'entreprise. C'est un sujet. C'est un sujet que nous n'avons pas forcément ailleurs, ni ce problème. Donc, de ce point de vue-là, il y a une difficulté à percevoir l'entreprise comme une entité microéconomique alors qu'on ne raisonne, et là, que macroéconomiquement et globalement au sens de la réflexion macroéconomique générale des responsables politiques. Bon. Alors, cette compétitivité, eh bien, cette absence de compétitivité, ce manque de compétitivité, il génère une incapacité, une difficulté à financer ses investissements, son cycle d'exploitation. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenté, et ça a été pour une part couronné de succès, de remédier à cela par des outils qui ne sont pas des outils forcément naturels. L'outil le plus naturel, c'est l'autofinancement. Je l'avais noté en premier dans la petite note que je m'étais faite pour intervenir. Et déjà, si on ne s'attachait pas à modifier, comme l'a dit René Ricol, c'est vrai que c'est une de mes obsessions, mais on met en place des outils que l'on modifie tout le temps et qui empêchent de générer, par exemple, des fonds propres lorsqu'on met en place l'ISF-PME, par exemple. C'est une bonne idée, en plus que je l'ai largement défendue, donc on va plaider un instant d'autosatisfaction. Avant le quinquennat, et le président candidat à l'époque l'avait repris. Ça a été voté. Mais cet ISF-PME, ça a trop bien marché, si j'ose dire. Alors après, on a dit, oh là là, mais il y a des fraudes. Donc on légifère en France largement pour les fraudeurs plutôt que pour tous ceux qui se sont emparés de ce dispositif qui a quand même apporté 1 milliard d'euros de fonds propres aux entreprises, aux PME françaises. Donc là, la stabilité des règles fiscales, c'est majeur. Donc pour l'ISF-PME, le dispositif Madelin qui a joué un rôle aussi avec sa déduction d'impôt sur le revenu, dispositif, il vient d'être modifié à nouveau. Donc cet autofinancement, il est déjà obéré par toutes les conditions d'exploitation des entreprises en France, avec notamment, et là je partage parfaitement l'observation d'Élie Cohen sur la cascade des taxes, mais qui se fait avec le consensus général, y compris, parfois j'ai le sentiment, des grandes représentations interprofessionnelles ou patronales. Pas de croissance plus. Non mais c'est pas vous que je vous ai précisé. J'ai lu et je suis suffisamment les travaux de Croissance Plus pour voir que c'est pas le cas. Mais moi je suis étonné de voir que c'est souvent dans le cadre aussi parfois d'un accord syndical entre le patronat et les salariés à travers les syndicats de salariés qui fait qu'on a une taxe supplémentaire. C'est sur la formation professionnelle, où vous l'avez cité, ou sur les transports. Non, pardon. Voilà. Bon, alors donc, premièrement, si déjà on arrêtait de diminuer ou d'empêcher un autofinancement par de moindres taxes, ce serait déjà bien. Stabilité fiscale et capacité à jouer sur la rentabilité de nos entreprises, c'est-à-dire coût du travail, coût hors travail, bien sûr. Et cela, ça fait une politique qui, à l'heure actuelle, demande à être définie. Et les pouvoirs publics, dans cette violence de la crise qui nous a saisis, les pouvoirs publics, trop souvent,
et malheureusement ont regardé du côté de la fiscalité plutôt que du côté d'une réforme de l'État qu'ils n'étaient pas prêts à faire avant la crise et qu'ils ont donc remisé pendant la crise. Ça n'est pas une critique, puisque j'ai appartenu et j'assume la responsabilité ministérielle, mais il y a là, malgré tout, des questions qu'il faudra se poser après. Je suis très inquiet. Beaucoup plus inquiet du côté du programme, vous l'aurez compris, de François Hollande, qui ne parle pas de la réforme de l'État et donc de la baisse des... Oui, mais c'est partie intégrante de notre problématique. Donc voilà. Alors maintenant, deux autres points très rapidement. Alors, très rapidement, les institutions. Je voudrais nous avons beaucoup. François Drouin sur les outils voilà. actuels. Donc je vais dire une phrase pour lui laisser le soin de développer. Les institutions, on a beaucoup travaillé là-dessus. C'est vrai que OSEO, la médiation du crédit, la médiation inter-entreprise, tout cela, ça a été très important. Les investissements d'avenir, et on l'a fait et ça a bien marché. Ça a vraiment aidé, je le crois, beaucoup d'entreprises qui avaient besoin d'être accompagnées et qui continuent de devoir l'être. Donc ces outils doivent être pérennisés. Enfin, moi, ce qui m'a plu dans les propositions rapidement esquissées par René Ricol, et là je ne partage pas l'avis d'Élie Cohen, il n'y a pas que du public dans ce qu'il a dit. Il y a même essentiellement, quand il parle de fluidification en termes d'accès au financement, donc tout ce qui concerne les marchés financiers, tout ce qui concerne les plateformes destinées à pouvoir émettre dans de bonnes conditions de la dette pour se la faire rembourser, tout cela, c'est contenu dans les propositions de l'Institut Montaigne et cela me convient tout à fait. C'est une réflexion, et c'est en cela qu'elle est intéressante, qui est une réflexion de l'après-crise. Alors, dernier point, un manque. Je termine d'une phrase, le manque, parce qu'il faut quand même toujours... Eh bien, il y en a un qui est puissant, c'est qu'il n'y a pas aucun moment, on a parlé d'Europe. Et moi, je suis convaincu, mais vraiment convaincu, que par exemple, la Banque européenne d'investissement, les programmes cartes de recherche et de développement, ce qu'a commencé de faire l'Union européenne en matière de réflexion sur les PME et la charge administrative qu'il faut réduire, tout cela est absent. Je suis convaincu que si on avait une volonté politique, on pourrait trouver des financements à l'Europe qu'on ne trouve pas en France, ou moins en France, et en ce sens, c'est le manque qui m'a un peu gêné dans les réflexions qui ont été faites. Alors, on y reviendra certainement. Je sens qu'il brûle, mais je ne vais pas... Non, je veux dire juste un mot. Non, c'est juste une phrase. Pour que le débat ne parte pas sur de mauvaises bases, je ne critique pas du tout ce qu'a dit Ricol. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. J'ai juste dit que j'étais surpris qu'il évoque d'abord des solutions publiques à travers les fonds régionaux, etc., plutôt que de dire d'abord que le fait qu'on assiste à un effondrement du taux d'autofinancement, puisque le taux d'autofinancement des entreprises françaises a baissé de 30 points au cours de la dernière décennie. Donc quand on a des baisses aussi massives, j'ai juste dit que je pensais qu'il fallait d'abord réfléchir aux conditions de restauration de bonnes conditions de fonctionnement de l'entreprise avant de dire, ce qui est tout à fait utile, tous les éléments de complément de financement qu'on peut envisager, l'amélioration du financement par la fluidification de la dette, l'amélioration des conditions d'intervention d'OSEO, etc. Je dis, tout ça est très bien, simplement, lorsqu'on assiste à un tel effondrement du taux d'autofinancement, il y a peut-être d'autres sujets qu'il conviendrait d'évoquer avant. C'est tout ce que je voulais dire. François Drouin, est-ce que vous partagez le diagnostic qui semble général sur la faiblesse du taux de marge en France et quels sont les outils de financement actuels des PME ETI ? Oui, alors sur le constat, oui, je partage tout à fait. C'est-à-dire que globalement, on ne va pas trop bien, on manque de compétitivité, mais aussi individuellement, on survit. C'est-à-dire quand on voit en microéconomie, non seulement on survit, mais on survit, on se débrouille. Et c'est vrai que même dans la conjoncture, quand on interroge les entreprises, comment ça va ? Ben moi ça va, et toi ça va, moi ça va. Finalement, on s'en tire individuellement et les résultats d'ailleurs 2011 des entreprises sont plutôt bons. Les sinistres ne sont pas tellement élevés, même si ça remonte un petit peu en ce moment, enfin il y a un peu de tension. Il y a le problème effectivement des crédits de paiement, des délais de paiement qui s'allongent, ça c'est pas très bon. Mais honnêtement, les sinistres ne sont pas à la hauteur des crises que l'on a connues. On aurait pu s'attendre à des sinistres bien plus importants, donc il y a une forte résilience. Donc sur le constat, oui, on ne s'en tire pas si mal. Alors, vous me demandez aussi quels sont les outils. Bon, c'est très, très, très large. Et je suis gêné d'ailleurs de parler devant
celui qui fut pas assez longtemps le ministre tutelle d'Oseo et qui a renforcé considérablement les moyens, hein, puisque on a maintenant une gamme très, très large de produits et un continuum de financement qui permet de financer l'entreprise de son bas de bilan jusqu'au haut du bilan. Et puis le relais est pris ensuite par la Caisse des dépôts, et également bien entendu par l'ensemble des capitaux investisseurs, mais à travers FSI Région, hein, qui est maintenant localisé dans les équipes, parmi les équipes d'Oseo. Mais en revanche, là où il y a un manque, peut-être, c'est au niveau des ETI. C'est-à-dire que la structure des entreprises françaises, c'est énormément, une foultitude immense de PME. On s'intéresse beaucoup aux PME, il y a un nombre considérable. Et on n'a pas assez d'ETI, on l'a dit, le Mittelstand, etc. Et assez paradoxalement, il y a beaucoup de soutien pour les PME. Enfin, beaucoup, oui, il y en a pas mal quand même. Mais il n'y en a pas pour les ETI. Je dirais même qu'on retire l'échelle à partir du moment où on franchit la barre des 250 salariés. Puisque à ce moment-là, on considère qu'on ne peut plus intervenir. Est-ce que vous pouvez donner des exemples, être concrets sur ce qui bascule au-delà entre les PME et les ETI? Quels modes de financement disparaissent? Très concrètement, la prise de risque, c'est-à-dire la garantie que nous accordons aux banques. Une banque vient nous voir et nous dit « j'hésite à faire ce financement » parce que l'ADN d'Oseo, c'est de jamais travailler seul. C'est toujours entraîner les banques, travailler en partenariat avec les banques ou des capitaux investisseurs. Donc une banque vient nous voir ou hésite à financer une entreprise. Si cette entreprise a moins de 250 salariés, si c'est une PME, on va pouvoir prendre une part du risque sur notre dos, garantir la banque on garantit, hein, pas l'entreprise. Et donc la banque, si elle partage le risque en deux, ma foi, elle hésitait à y aller, elle va y aller. Partage en deux qui n'est pas toujours équitable. On peut parfois monter à 60%, parfois à 70%. Pendant la crise en 2009-2010, le président de la République nous avait demandé d'aller jusqu'à 90%. Alors quand on veut partager à 90% le risque de cash sur une entreprise, évidemment, la banque elle aurait du mal à ne plus être d'accord. Hein. Donc c'était un effet d'entraînement très puissant. Mais cela, nous pouvons le faire donc, pour une PME. En revanche, nous ne pouvons pas le faire pour une ETI. Et ça, c'est dommage, puisque c'est évidemment elle qu'on veut soutenir. Alors, c'est encore plus sensible pour l'investissement. C'est vrai aussi pour les prêts participatifs, les prêts de haut de bilan, qui sont des prêts sans garantie, des prêts patients de durée longue, avec des différés de capital, pas d'intérêt, pardon, des différés de remboursement d'intérêt, qui font que c'est des produits évidemment très appréciés, qui permettent de ne pas ouvrir le capital, de ne pas valoriser l'entreprise, mais en même temps de venir soutenir le haut de bilan, des quasi-fonds propres. Et cela, nous sommes parfois en difficulté pour les accorder à des entreprises de plus de 250 salariés, qui sont justement le cœur de cible qu'on veut soutenir, qui sont celles qui exportent, qui ont la taille pour investir, aller à l'international et alimenter les moteurs de croissance que justement on soutient. Et ça, nous l'entendons fortement, parce que nous avons créé une communauté qui s'appelle Oseo Excellence, qui regroupe les 2000 meilleurs, enfin pas meilleurs, les 2000 chefs d'entreprise qui vont, selon nous, le plus croître dans les 5 ans qui viennent. Et ils nous disent tout ça. Ils nous disent, bon, mais c'est bien gentil, mais si on croît et si on devient ETI, il faut continuer à pouvoir alimenter la machine. En 2011, vous êtes intervenu pour aider ou pour soutenir, pour investir combien d'entreprises? 84 000 entreprises en 2011, en progression donc de 5% par rapport à l'année 2010 où c'était 80 000. Et ces 84 000 entreprises soutenues, auprès desquelles nous sommes intervenus 105 000 fois, parce que certaines viennent en janvier et reviennent en décembre, ou certaines interviennent sur plusieurs types d'interventions, de l'innovation, de la garantie de financement. Au total, ça a permis à ces entreprises d'obtenir 31 milliards d'euros de financement. Pas seulement de nous, hein, puisque je le disais, notre ADN, c'est d'entraîner les banques, d'entraîner les capitaux investisseurs pour réunir l'ensemble. C'est-à-dire que les entreprises sont venues vous voir parce qu'elles n'avaient pas trouvé au guichet des banques, mais vous venez en partenariat avec les banques. Hein. Non, ce n'est pas forcément qu'on n'avait pas trouvé. Les entreprises sont venues nous voir, ou c'est le banquier qui nous a présenté l'entreprise, ou c'est le banquier qui est intervenu directement en délégation de notre part, puisque nous donnons délégation aux banquiers. Nous travaillons beaucoup en partenariat avec les banques pour entraîner le financement. C'est-à-dire grâce à ces démarches, finalement, donc 84 000 entreprises ont obtenu 31 milliards d'euros de financement, dont
Seulement un tiers, je dirais, viennent de chez nous, le reste viennent des banques. D'accord. Avant de voir les propositions avec Philippe Portier de l'Institut Montaigne, et un peu longuement, on va y consacrer du temps, Christian Poyot et Élie Cohen, un commentaire sur les modes de financement, un jugement peut-être d'entreprise sur ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas bien pour une ETI. Ah, pour une ETI en tant que telle. Ouais. Ce qui fonctionne bien, alors je vais revenir un petit peu sur les délais de paiement, je suis désolé quand même, parce que c'est quand même un moyen de financement de court terme. Encore une fois, l'entreprise, elle regarde son moyen terme, enfin son court terme et son moyen terme. Et là, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça a commencé à se dégrader, mais très fortement, depuis le mois de septembre-octobre, depuis l'année dernière. Hein. Là, à la limite, c'est pas le but précis, mais je parle pour mon compte propre, si j'ose dire. On voit clairement les décalages Alors, c'est plus de règlement, parce que les règlements, ils sont toujours faits en 60 jours. Il n'y a aucun problème. Mais la commande se perd, le système informatique est en panne, la responsable achat et ce que vous voulez. Enfin bon, voilà, il y a toutes les... Donc la loi n'est plus respectée, en fait. Non, la loi n'est plus respectée. Elle a été respectée un temps, faut dire les elle choses. Olivier Duhalde a dit très bien, aujourd'hui, la loi n'est plus respectée. Et encore une fois, pour les gens comprennent bien, nous, ça a nécessité une augmentation de notre court terme de 6 millions d'euros. Donc, c'est des choses pas négligeables. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Après, le crédit bancaire... c'est assez partagé parce que, effectivement, les entreprises, en ce moment, elles ferment un peu les portes et les volets, quoi. On ne sait pas trop où on va. La conjoncture est assez morose et puis on va dire qu'il y a une incertitude, on va dire politique assez forte, d'accord. Donc les entreprises en ce moment, les investissements, elles les réduisent, hein, c'est clair et net, parce que tout à l'heure François Drouin disait avec justesse qu'il n'y a finalement pas tant de défaillances que ça. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais pourquoi il n'y a pas tant de défaillances ? Parce que les entreprises, c'est devenu ce que j'appellerais des chats maigres. C'est-à-dire que ça fait longtemps on tend tout dans tous les coins. Hein. Je veux dire, toutes les dépenses sont surveillées. On fait une expression la plus forte, encore une fois, sur les investissements, les dépenses de personnel. Quand une entreprise privée dit « j'augmente pas les salaires », parce que ça a été le cas chez nous et dans plein d'autres boîtes en 2008, c'est zéro. Mais zéro, c'est zéro. Quand j'entends l'État qui dit qu'il bloque les salaires des fonctionnaires, mais il y a quand même un point d'indice, d'ancienneté, de je ne sais pas quoi, etc. Les entreprises, c'est zéro. Voilà. Donc les entreprises... Le GVT. Oui, enfin bon, moi comme vous voulez, ce que je veux dire, c'est ce qu'on raconte, c'est n'importe quoi. La charge des fonctionnaires continue à évoluer. J'ai rien contre les fonctionnaires proprement dit, mais le jour où on comprendra que l'État est en déficit, il faudra qu'il fasse zéro pointé. Là, déjà, on aura franchi un cap psychologique assez important. Bon, c'était une parenthèse au passage. Donc les entreprises sont des chats maigres et assez bien tendues là-dessus. Donc elles réduisent leurs investissements. À côté de ça, il ne faut pas se raconter de bêtises. Les grands établissements bancaires, soit pour les contraintes réglementaires qu'on a pu évoquer, soit également parce qu'elles sont prudentes, eh bien on réduit leurs critères. C'est plus dur d'avoir un prêt aujourd'hui. Hein, elles sont plus bas. Encore deux points, si vous le permettez. La bourse, aujourd'hui, est effectivement quelque chose qui n'existe plus. Enfin, nous, on est coté depuis 10 ans hein, et j'ai eu beaucoup d'intérêt à me coter et je souhaite y rester. Mais aujourd'hui, c'est un marché qui est complètement congelé. Qui est congelé parce que les critères économiques globaux ne sont pas là, les investisseurs ne sont pas là, ce qui peut se comprendre. Et puis à côté de ça, effectivement, parce qu'il faut mettre plus de souplesse. Moi, je suis pour un rapprochement Alternex, le segment C, enfin on en parlera peut-être après. Donc, si on prend chacun des segments permettant de lever de l'argent, eh bien ça devient compliqué. Donc pratiquement, comment on fait ? On se débrouille. Hein. Nous, on est en Chine depuis 1 an. On a acheté une société, alors pas pour faire de l'offshoring, mais pour se développer sur le marché chinois, accompagner des entreprises françaises, accompagner des entreprises chinoises. On le fait tant bien que mal en autofinancement, mais on pourra aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort si on avait effectivement accès à du financement dédié aux ETI. C'est indiscutable. Je ne sais pas si je vous passe la parole, Élie. Mais est-ce que vous allez me la rendre ? Quelques secondes. Oui, non, quelques secondes, juste pour dire que René Ricol a soulevé un problème fondamentalement important qui est sur les conditions futures de financement des entreprises, tant du point de vue de la dette que de l'equity. Et il a évoqué longuement la question de Solvency II. Il aurait pu évoquer aussi la question de Bâle III. C'est-à-dire que là, pour la première fois, on a mis en place un dispositif dont je ne sais pas si les gens ont bien compris la mécanique. Les mécanismes de transformation qui sont à la base du fonctionnement du système bancaire seront de plus en plus difficiles dans l'avenir. Donc la production de crédit sera nécessairement limitée. 2, pour ce qui est du financement en fonds propres, de participation en capital, il y aura de moins en moins d'investisseurs qui pourront le faire compte tenu des règles de Solvency II. Et donc, si vous ajoutez à ça qu'on part d'une situation de départ avec des taux d'autofinancement médiocres des entreprises françaises, on se promet un avenir très sombre. Bien. Alors, quelles sont les propositions de l'Institut Montaigne
pour réorienter cette épargne vers les entreprises, vers le financement de l'économie? Lourde responsabilité, parce que j'ai l'impression qu'on a essayé un petit peu, avec un succès que l'avenir nous démontrera ou pas, de tenir compte de tout ce qui a été dit. Alors peut-être je voudrais déjà réagir sur sur quoi je ne suis pas d'accord avec Elie Cohen, parce qu'au contraire, on s'est dit il est trop facile de s'en remettre systématiquement à l'État pour jouer le rôle de financeur de l'économie réelle. On peut demander des tas de choses à l'État, et de temps en temps, on peut regretter que l'État mette des bottes de scaphandrier à des entreprises dont on souhaiterait qu'elles aient des tennis pour courir les marathons. Mais revenons 2 secondes, le rapport n'est pas orienté sur ce que l'État peut faire en tant qu'investisseur. Et d'ailleurs, on estime que le travail qui est fait sous l'égide d'Oseo... On m'entend ? Oui, très bien. Pardon. Le travail qui est fait sous l'égide d'Oseo est tout à fait à saluer, et de ce point de vue-là est une initiative impeccable et qui trouve sa place. Simplement, autour de cette initiative de l'État, il est probablement nécessaire d'aider encore plus les entreprises à s'insérer dans un écosystème qui est plus favorable à leur développement. Alors tout à l'heure, je sais qu'il y a une table ronde qui est totalement dédiée à ce thème, mais fondamentalement, on ne peut pas parler de financement sans s'immiscer dans cette notion d'écosystème. Est-ce que l'écosystème français est favorable à la croissance de nos PME? On a travaillé sur 2 groupes successifs à Montaigne, le développement des PME, avec des chiffres un peu affolants sur la pauvreté du taux de transformation de TPE en PME, et de PME en ETI, et d'ETI en grande entreprise, etc. Je vous renverrai à ce rapport pour essayer de voir ce qu'on a pu proposer là-dessus. Mais le financement en faisait partie. On a essayé également de ne pas tomber systématiquement dans le tout fiscal. C'est malheureusement une tentation centrale en France, c'est-à-dire qu'on est obligé de tenir compte de la fiscalité, et tout particulièrement sur le terrain de l'autofinancement, qui est au cœur du problème, parce qu'on n'aurait peut-être pas à parler de financement si les entreprises pouvaient autofinancer leur développement, leurs investissements. Les chiffres que Elie Cohen mentionnait ont été cités également dans le rapport, peut-être pas exactement les mêmes, je ne sais pas quelles sont les sources, mais effectivement la pauvreté aussi du taux d'autofinancement des entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes les plus proches, quelque chose d'extrêmement perturbant. Donc là aussi, une partie du rapport essaye de voir de quelle je dirais taxe périfiscale ou autre on pourrait se débarrasser au moindre coût pour la société. On pense au 1% logement. Est-ce que le logement en France aujourd'hui mérite véritablement ça, ou est-ce que les PME méritent véritablement ce 1% logement? Je veux dire, après on peut faire appel à des conceptions différentes de la société, mais enfin c'est des sujets qu'on s'est posés. Les cotisations à des choses comme les organismes de formation, la contribution C3S, la contribution à la Caisse nationale autonomie, enfin tout à l'heure on en a fait une liste, c'est absolument infernal, et ça contribue à rajouter des lacets en bronze aux chaussures de scaphandrier dont les entreprises sont équipées. Qui sont des chats maigres, par ailleurs. Et qui par ailleurs sont des chats de plus en plus maigres et qui auraient besoin d'un exosquelette pour soutenir tout ça. Alors, quand on se tourne vers le financement, alors, je me suis dit, j'ai un temps de parole extrêmement limité, et on a quand même travaillé un peu sur ce rapport. Et puis René est venu avec un esprit de synthèse formidable pour, en quelques catégories, ranger ces propositions qui nous paraissaient, pour certaines, extrêmement techniques et pas toujours relevées d'une vision extrêmement élevée. Et tout d'un coup, il m'a redynamisé, et je me suis dit que finalement on avait contribué à quelque chose qui s'inscrivait dans des logiques qui n'étaient pas au ras de la boquette. Tout d'abord, cette notion de solidarité intelligente. J'aime beaucoup le terme parce que j'étais parti de ça. C'est vrai que beaucoup de nos propositions vont dans cette logique. Encore une fois, ce n'est pas une solidarité impulsée par l'État que l'on demande, mais c'est simplement de travailler ensemble, grandes entreprises, ETI, PME, pour essayer de créer un tissu d'entreprise. Solidaire, c'est un grand mot. Attention, on n'est pas en train de parler d'une joyeuse fête de bisounours. C'est pas l'idée. Mais de dire que peut-être on peut travailler en meilleure intelligence, et sur la question, et que j'ai entendu beaucoup évoquer tout à l'heure, des délais de paiement, qui effectivement est vital. Je suis à la fois avocat, mais également je dirige un cabinet d'avocats qui est une PME de 130 personnes. Et la question des délais de paiement, je peux vous dire qu'on connaît ça
très très bien et qu'effectivement le sentiment de Christian il est totalement partagé. C'est-à-dire que le problème derrière c'est que bon, on est subi et puis on n'a pas les moyens de se plaindre parce qu'on va quand même pas dire au client qu'on va l'emmener devant la DGCCRF. Donc là il est un peu nécessaire peut-être de donner plus de moyens à la DGCCRF, de donner plus d'incitation aux entreprises pour aller malheureusement se plaindre d'abus et puis peut-être derrière donner des moyens financiers, des sanctions plus élevées. Si vraiment il faut en passer par là, on préférerait bien évidemment passer par l'incitation que par la sanction. Mais en tant qu'avocat, je suis bien placé pour savoir que quelquefois, sans sanction, il n'y a pas beaucoup d'incitation. Les délais, c'est important. Il y avait cette idée qui nous paraît intéressante, qui reboucle avec quelque chose qui se pratiquait beaucoup, c'est la difficulté d'accès des PME ETI au marché obligataire. Moi, j'ai lu des chiffres un peu effarants. Par exemple, que 40% du marché privé, des placements privés obligataires aux États-Unis étaient faits par des entreprises européennes. Ce qui prouve déjà qu'on a un problème, non pas d'outils, on a toute la gamme des outils possibles, donc on ne va pas travailler ici sur les outils, on va plutôt travailler peut-être sur la manière d'utiliser ces outils. Mais fondamentalement, on a un problème de profondeur de marché, donc on ne va pas inventer le marché. Je vais revenir dans une seconde sur le marché action. Sur les outils, on s'est dit qu'il fallait peut-être libéraliser un petit peu, alléger toujours les contraintes boursières notamment, imposer des contraintes de sociétés cotées à des sociétés qui ne font qu'émettre des obligations qui vont être cotées pour leur donner une sorte de liquidité, c'est quand même un petit peu abusé. Donc on peut peut-être alléger de ce point de vue-là. Également créer des marchés obligataires dédiés aux ETI, PME. C'est quelque chose qui peut tout à fait être organisé pour répondre à cette profondeur, cette difficulté de la profondeur de marché. Ensuite, qui dit marché, dit un besoin de volume et de liquidité. Une PME, une ETI ne peut pas à elle seule émettre le stock d'obligations qui va permettre un placement fut-il, enfin un placement public en tout cas, parce que des placements privés c'est possible, mais tellement possible, je vous le dis, que les entreprises partent aux États-Unis pour les trouver. Donc comment va-t-on faire? Mais cette idée des plateformes d'émissions, des groupements d'émissions obligataires, qui est une assez vieille idée finalement, parce qu'on peut remonter dans les années 70 avec le GOBTP, le GIAC et le GIPP, enfin toute une série de groupements sectoriels, ce qui revient d'ailleurs sur l'idée de René Ricol de dire qu'il faut promouvoir des filières sectorielles. Ces groupements peuvent, soit par catégorie d'entreprises émettrices, soit au sein d'un secteur d'activité économique, et on peut penser aussi aux collectivités locales, je ne reviendrai pas là-dessus, mais on peut penser aux organismes de HLM qui ont des difficultés à trouver des ressources, regrouper ces entreprises au sein d'organismes qui vont émettre des obligations pour elles, et à ce moment-là, libéraliser également la possibilité de faire ça. Aujourd'hui, on se heurte à des problématiques de type monopole, solidarité, etc. Donc on a proposé une gamme de petits outils qui sont pas spectaculaires en tant que tels, mais qui, additionnés les uns aux autres, permettraient d'entrer dans ces logiques. Également, des intermédiations et des monopolisations aussi. Je ne sais pas si le mot existe, mais enfin on l'a peut-être inventé. Mais ce monopole bancaire qui remonte aux années 40, en ce qui concerne la France, repris en 84, a quelque chose d'un peu anachronique aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faut le supprimer, mais peut-être l'abaisser dans certains cas, dans des opérations de type peer-to-peer, dont on voit le phénomène se développer, aussi bien entre entreprises. Pourquoi interdire à deux entreprises de s'aider mutuellement, de se financer, l'une avec sa trésorerie? René l'a évoqué, aujourd'hui ce n'est pas possible, sauf à passer par des mécanismes obligataires qui sont un peu plus lourds, un peu plus délicats, mais pourquoi pas libéraliser ça? De la même manière, la recherche de capitaux par des entreprises en phase de développement auprès d'une épargne locale de proximité via des moyens tels qu'Internet. Aujourd'hui, c'est totalement interdit. C'est soumis à des procédures de prospectus, de visa, malheureusement souvent impulsées par Bruxelles. Mais là également, on propose quelques pistes pour assouplir cela et rendre peut-être plus facile l'accès à une épargne de proximité, une épargne prête à investir. Mais alors pour ça, vous allez me dire, c'est des outils, mais en fait, c'est ce qu'on a la culture. Et ça, on va retoucher à la problématique de l'écosystème. Et c'est vrai qu'en France, on a peut-être cette aversion au risque dès lors qu'on va parler d'épargne. C'est quand même étonnant de constater que 57% de l'épargne française est fiscalement aidée, mais dans ces 57%, 12% seulement
touche à l'épargne dite risquée. Donc on parle des actions. L'épargne en actions des Français s'est asséchée au fil des années, malgré la mise en place, elle s'est d'abord extrêmement intermédiée avec les OPCVM, les fonds, etc. Mais même au travers de ces fonds aujourd'hui, on voit que l'épargne a majoritairement été captée par l'assurance vie et par des fonds qui ont réinvesti dans de la dette souveraine. Ça a été certainement très utile. Mais je pense que les Français ont perdu cette culture du risque. Vous me disiez tout à l'heure que l'épargne en actions investie chaque année, c'est la moitié de ce qui est investi dans les jeux. J'ai pas, investi dans les jeux, c'est quand même un grand mot. Ce qui est certain, c'est que l'industrie des jeux représente quelque chose comme 56 milliards d'euros. J'ai pas les chiffres exacts de ce que les Français chaque année investissent en actions, mais c'est certainement même pas la moitié de ce chiffre-là. Donc je veux dire, il y a quand même un vrai problème de culture. Alors on va pas changer la culture d'un coup de baguette magique, mais ce que je veux dire, c'est que tu as quelque chose à me dire, mais tu le diras après, hein, s'il te plaît. Non, je veux dire, on a voulu créer une espèce de, je dis on, hein, je vais pas nommer, mais on a créé une culture un peu du cocooning de l'épargnant français, le préserver du risque. C'est bon, voilà, c'était certainement très important. Ce que je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas d'opérations qui se font par appel public à l'épargne ou offre publique de valeur mobilière hors cotation, hors Alternext. C'est un peu dommage. Cette culture-là n'existe plus. Le rapport préconise quelques pistes pour recréer, pour en tout cas libéraliser un peu. On ne va pas changer encore une fois cette culture. On va peut-être laisser les uns et les autres réagir à vos propositions. Monsieur le ministre, si vous avez vu un petit peu les travaux de Montaigne, est-ce qu'il y a quelques points qui vous semblent importants et peut-être quelques-uns avec lesquels vous n'êtes pas en accord? Je les ai lus très rapidement. Moi, ça me semble aller dans le bon sens. Mais les temps ne sont pas forcément en cohérence avec ce qui est proposé. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas accuser tous les jours les marchés financiers, la titrisation d'un certain nombre de dettes, et puis trouver formidables les propositions qui sont faites par l'Institut Montaigne. Moi, je trouve ça très bien. Et je suis un peu minoritaire dans la classe politique, peut-être, sur ces sujets, compte tenu de quelques années de crise qui ont stigmatisé, de mon point de vue, de manière outrancière et caricaturale, un certain nombre d'opérateurs financiers. Vous ne pouvez pas à la fois poser le problème du financement, des opérateurs financiers qu'il s'agit de dynamiser ou des outils financiers et en même temps les stigmatiser à longueur de colonne, même si je caricature moi-même un peu. Ne me regardez pas comme ça. Mais je vous regarde comme ça, mais je vous écoute aussi à la radio et je dois dire que même parfois vous cédez à cette tentation. Et donc je crois qu'il faut aussi être conscient que tout ce qui est proposé demande de la pédagogie, demande de la mesure et donc de l'objectivité dans l'incrimination sur tel ou tel fauteur de crise supposé ou réel. Donc c'est pour ça que je plaide pour un minimum de cohérence. C'est très bien ce qui est énoncé, mais il faut aussi faire en sorte qu'on ne se livre pas d'un autre côté à une stigmatisation outrancière des causes réelles ou supposées de la crise, des méchants financiers qui nous ont mis là où on en est, parce que de ce point de vue, on demande d'une certaine manière à ces acteurs financiers de se mobiliser. Et donc, il y a là une cohérence qu'il faut rechercher. Merci. Alors, je suis assez d'accord avec ce que dit Hervé Javelli sur le côté diabolisation de la finance. Il y a des dérives financières qu'il faut dénoncer, ça c'est clair, mais faire un paquet cadeau est un peu rapide. Non, moi j'ai interrompu un peu Philippe à l'instant, parce que ce que je trouve le plus aberrant dans tout ça, et je parle bien de l'épargne privée, là, hein, on va mettre de côté l'épargne publique, enfin l'investissement public, parce que de toute façon en ce moment il est contraint et ça va pas s'améliorer. C'est qu'il faut bien que, et alors là pour le coup, nous époumonnons consensus, c'est-à-dire depuis longtemps. Aujourd'hui, vous achetez les actions d'une PME ou vous achetez une chambre de bonne, vous êtes globalement dans la même fiscalité. D'accord ? Le cellier, vous pouvez mettre 300 000 euros, c'est plafonné à 300 000 euros. Le Madelin, c'est à 50 000 euros. Donc en clair, vous prenez le français moyen, que nous sommes tous, si j'ose dire, il a une somme à placer, mais 50 000 euros, 100 000 euros, enfin, ce qui est déjà plutôt pas mal, enfin, une économie, un bas de laine. On lui dit, voilà, soit vous investissez dans une péniche, et puis la fiscalité est plutôt sympa, donc pas de risque, on voit où ça va, on voit le chemin. Soit vous investissez dans du rafting, si j'ose dire, mais la fiscalité, c'est la même, voire des fois pire. Qu'est-ce que font les Français ? Ils investissent tout simplement à l'endroit qui est c'est moins risqué et c'est moins pénalisé, enfin en tout cas où c'est la même fiscalité.
Donc, alors ça, franchement, c'est un truc que je n'ai jamais compris. Quand est-ce qu'une fois pour toutes, on associera la fiscalité au risque? Voilà. Et à ce moment-là, on recréera, ou en tout cas, je pense qu'on redonnera un dynamisme des Français, au sens large, sur cette appétence au risque. Je vois pas pourquoi vous compreniez des risques si ça vous ramène rien. Quand est-ce qu'on créera un cellier action? Voilà. Donc l'idée d'aligner la fiscalité des revenus du capital... Mais c'est même pas l'aligner. Il faut donner... Quand vous prenez un investissement risqué, on vous aide et on fait une fiscalité moindre. Vous prenez plus de risques, vous investissez en entreprise, donc on vous fait une fiscalité moindre. Là, c'est complètement l'inverse. Et alors ça, pour le coup, ça n'a jamais bougé. Voilà. Donc ça, c'est un sujet d'incompréhension majeure pour moi. Peut-être un mot là-dessus, parce qu'on a évidemment, encore une fois, sans trop toucher à la fiscalité, parce que c'était difficile, mais de suggérer, par exemple, que le PEA puisse être au minimum doublé. Il est évident, et je rejoins Christian, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette culture de la préservation du citoyen contre le risque qui crée probablement une situation mortifère, c'est-à-dire qu'il n'investit plus dans le risque parce qu'il n'y est pas incité fiscalement, il y est incité par rien du tout, d'ailleurs, et les émetteurs ne sont pas non plus incités à aller chercher les épargnants. Donc, de toute façon, il y a un problème de mise en face d'une offre et d'une demande, mais aujourd'hui, il est clair que... Et si Oseo aujourd'hui est là, évidemment pas nécessairement sur le segment du capital, mais que d'autres acteurs viennent sur le segment du capital, mais segment du capital qui va déserter ou progressivement par les compagnies d'assurance, sous réserve de ce qu'a dit René sur le fait que Solvency 2 ne serait peut-être pas mis en œuvre trop vite, mais c'est quand même très préoccupant. On a besoin de remplacer ces grands acteurs, soit par des fonds de pension, c'est une idée, mais on est bloqué là-dessus, soit par l'État, mais enfin c'est quand même à courte vue, le FSI n'a pas des moyens illimités, soit par l'épargnant privé, et à ce moment-là, il faut recréer les incitatifs pour que l'épargnant privé revienne dans l'entreprise. Et aujourd'hui, on est loin du compte. Alors, je rappelle quand même que l'intitulé de la table ronde, c'était dans un contexte de finances publiques dégradé. Donc, à ne pas oublier. Un mot peut-être, Élie Cohen, juste un mot pour François Drouin, et juste puis un mot pour dire une ou deux questions de la salle. Il nous reste 4 minutes. Oui, d'accord. Juste un mot pour dire que c'est, comme d'habitude, on finit un débat sur le financement par inventer de nouvelles niches. C'est absolument incroyable. Non, mais c'est absolument. Je ne veux pas en inventer. Moi, je veux supprimer le cellier immobilier. Au moment où on vient de supprimer le cellier, vous proposez qu'on mette un cellier. Non, mais c'est inévitable. C'est pas une critique. Hein. Non, c'est pas une critique. On finit toujours par parce que franchement, dans un contexte de finances publiques difficile comme ça a été indiqué. Les chefs d'entreprise, vous savez ce qu'ils demandent, c'est qu'on leur fiche la paix. Ils ne veulent aucune subvention, aucune aide, rien. Fichez-nous la paix, nada. Non, mais je vous le dis, c'est voilà, qu'on nous libère et qu'on arrête de nous mettre des pieds de scaphandrier. Voilà, c'est ça qu'on veut. Donc moi, je ne suis pas tant pour la création de niche, je dis simplement qu'on arrête d'en créer qui orientent l'épargne vers des choses qui ne sont pas directement productives pour la création d'emplois. Une seconde, derrière le contrôle de la table ronde. Ouais, totalement là, parce que non, dans le rapport, je veux soutenir le rapport. Si on a 2 mesures qui touchent la fiscalité, c'est le bout du monde sur une grosse vingtaine. Donc attention, je l'ai dit, et on ne peut pas toucher ce sujet-là sans toucher un minimum à la fiscalité, mais c'est carrément pas au cœur du rapport, parce qu'on sait très bien combien ces préconisations-là peuvent se heurter à des difficultés d'un autre ordre. Un court mot de François Drouin. Non, moi, je voulais juste dire que je crois effectivement à la proposition que vous faisiez, où 50 entreprises se regroupent pour lever ensemble 80 millions d'euros, par exemple, sur le marché obligataire. Ça, c'est possible, mais c'est difficile, vous l'avez évoqué, hein, le GIAC ou autres qui le faisaient ont du mal pour trouver l'investisseur qui vient en face. Mais sur le fond, je pense que c'est une bonne mesure et qu'elle devrait, quand les marchés se détendront un peu, pouvoir revenir de manière forte. Y a-t-il une ou deux questions de la salle? Oui, madame. Et une au fond, c'est au milieu de salle. Merci. Bonjour, Sophie Vermet, je suis une ancienne avocate et chercheur en économie du droit. Je voudrais juste faire une petite réflexion sur un point assez particulier qui me semble avoir été oublié dans les discussions qu'on a pu avoir, c'est sur l'importance de l'environnement juridique, sur la structuration du financement de l'économie. Et il y a des rapports chaque année de la Banque mondiale, Doing Business, qui disent longueur de temps à quel point le droit des procédures collectives, le droit des sûretés sont des handicaps français. Et puisqu'on est dans la comparaison avec l'Allemagne, on remarquera que le droit allemand est très très différent sur ce point-là. Et sur un plan précis, puisque j'ai rendu récemment un complément au rapport du Conseil d'analyse économique sur la question du financement des entreprises au marché obligataire, concernant la référence au marché local Stuttgart, il faut savoir qu'en ce moment, il y a un énorme débat sur ses bienfaits. La raison étant qu'il a servi au financement de sociétés du secteur de l'énergie renouvelable. Et comme vous le savez, il y a eu l'éclatement de la bulle verte. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu? Que comme les sociétés qui étaient allées chercher ce financement étaient
en dessous des standards internationaux en termes de levée de fonds. Du coup, il n'y avait pas de liquidité, le critère de liquidité n'était pas rempli. Et au résultat, en fait, c'est que Madame Michu, si vous me permettez l'expression, qui a investi dans ce type de société. Et aujourd'hui, on en voit les conséquences. Tout ça. Donc, juste un point pour dire que faciliter l'accès au marché obligataire, c'est bien, mais ça ne doit pas servir pour tout type de financement, surtout pour les entreprises de croissance. Et ce qui est derrière là, on voit, c'est que l'insuffisance du marché du venture capital, qui est, comme en Allemagne, comme en France, ne permet pas de jouer son rôle. Voilà, il n'y a pas que les impôts et le marché dans la vie, mais il y a le juridique. Peut-être sur le deuxième point, on n'a pas parlé que d'obligataires, mais on parle aussi d'actions, beaucoup, donc de cette nécessité de trouver les investisseurs sur les financements longs de l'entreprise qui soient obligataires. Et d'ailleurs, les périodes obligataires européennes sont trop courtes. Les Américains ont des emprunts à 10-30 ans, alors qu'en Europe, on reste plafonné. Mais pour revenir au point juridique, parce que c'est plus ma tasse de thé, je dirais deux choses très rapidement. Je dirais d'abord, en France, on n'a pas cette notion qu'ont les anglo-saxons que le droit est un élément de stratégie économique. Le droit est quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose avec lequel il faut faire, mais les anglo-saxons ont une approche beaucoup plus dynamique et conquérante, je dirais, du monde, au travers notamment du droit. Le CILI, qui est l'organisme américain de formation, on va dire, des pays émergents en matière juridique, a pour vocation officieuse de créer un écosystème juridique favorable aux entreprises américaines dans les pays émergents. On le sait, mais on ne fait rien. La démarche Doing Business de la Banque mondiale, c'est le deuxième point, est quand même une démarche qui est initiée par l'école de Chicago, fondamentalement des économistes ultralibéraux, qui ont fixé une série de critères d'évaluation des juridictions internationales qui ne sont absolument pas favorables. Je ne dis pas qu'ils l'ont fait contre les Français, mais ils l'ont fait plutôt dans une dynamique anglo-saxonne plutôt libérale, avec des critères comme la rapidité d'emploi, ce qui dépend aussi de la rapidité de désemployer. Or, en France, on est évidemment très mauvais sur ce terrain-là, et toute une série de critères qui ne nous sont pas favorables. On est excessivement mal classé, on essaye de faire quelque chose, mais fondamentalement, ce n'est pas un problème du droit tant que tel, c'est plus des jugements de valeur sur des sociétés. On est dans une société qui est ambiguë entre une tension libérale et une tension sociale. On est dans une social-démocratie qui s'empêtre un peu dans ces concepts, et pour ça, on est extrêmement sanctionné par le doing business. Mais je trouve qu'au lieu d'essayer de se battre sur le terrain du doing business, on ferait mieux de se défendre et d'attaquer plutôt sur le terrain de l'intérêt, de notre système, de notre droit. Mais ça, encore une fois, en France, ce n'est pas jugé intéressant ni pour les pouvoirs publics ni par les grandes entreprises. On est les seuls, nous avocats, je me plains pas, je me plains jamais, mais on est les seuls avocats à essayer de défendre notre droit comme quelque chose qui fonctionne. Donc un classement francophone ou européen. Il y avait une autre question. Quelqu'un avait levé la main. Oui. Bonsoir. Par avance, mes excuses, parce que ma question a fait l'objet d'une réponse partielle, d'une question partielle et d'une réponse partielle. Laurent Guardelli, avocat, je suis spécialisé en droit social, et on a parlé de la stabilité fiscale. J'aurais souhaité parler de la stabilité sociale, et de ce point de vue-là, René Ricol l'a évoqué rapidement. On est aujourd'hui face à une situation, excusez-moi, je pense que Philippe Portier ne me démentira pas, où on passe notre temps à traiter nos dossiers, mais également à informer nos clients. Et pourquoi est-ce qu'on informe nos clients? Parce que les choses changent, et après tout, pourquoi ne changeraient-elles pas? Mais elles changent dans une totale impunité, impunité administrative, telle que René Ricol l'a suggéré, impunité également des magistrats, dont le rôle, me semble-t-il, sur la stabilité de l'écosystème juridique est, me semble-t-il, encore une fois, et il en va aussi pour l'administration, totalement sous-estimé aujourd'hui. Et je voudrais savoir de ce point de vue-là si l'Institut Montaigne, peut-être dans le cadre de ce rapport ou dans un rapport peut-être plus large ou plus ciblé, a des propositions de ce point de vue-là, parce que croyez-moi, et dans mon métier, c'est un vrai sujet quotidien. Merci. Alors, je suis un tout petit peu ennuyé parce que ça appartient peut-être plutôt à la seconde table ronde qui va suivre d'ici quelques secondes, mais est-ce que quelqu'un veut dire quelques mots? Sur le plan social, personne ne veut rien dire. Diable. Si, moi je veux bien dire quelque chose, parce que c'est rare. Là, on ouvre toutes les boîtes de Pandore, donc on peut parler effectivement du droit social, si vous voulez. Après, on pourra parler des 35 heures aussi. Je suis intarissable sur les 35 heures, hein, si vous voulez. Non, faut éviter. Ah, excusez-moi. Bon. Non, moi, j'ai toujours fait le pari. Et ce que je vais vous dire là, je le dis aux IRP de mon entreprise. Hein, donc, je ne le fais pas uniquement dans un certain Cénacle. Je le dis aussi à mes délégués du personnel, les yeux dans les yeux.
en leur disant que les 35 heures étaient une sombre connerie, c'est le seul terme que je peux utiliser, je suis désolé, il est un peu grossier, et que de toute façon, un jour, elles seront supprimées. Alors, je ne sais pas si c'est dans 2 mois, dans 2 ans ou dans 10 ans, mais elles devront tomber. Bon. Sur le droit social, oui, vous avez raison, monsieur, effectivement, on a un droit social qui est complètement aberrant, d'accord ? Mais le droit social, je suppose que vous savez encore plus que moi comment il est fait par la chambre sociale de la Cour de cassation. C'est elle qui fait le droit social, c'est tout, point. Et ça, je ne comprends pas. Alors, je ne fais vraiment pas partie de ceux qui passent leur temps à crier haro sur les politiques parce que c'est un métier très compliqué. Mais cette chambre sociale de la Cour de cassation, qui doit recueillir, je ne sais pas, une dizaine de magistrats, vingtaine, enfin je ne sais pas le chiffre exact, qui sont complètement hors sol. On ne sait même pas qui c'est, on ne voit pas qui c'est. Non, mais vous plaisantez, mais toute la jurisprudence est faite de cette manière-là et personne ne vient jamais porter la contradiction. Je ne crois pas dire de bêtises que sur le droit social, plus de 60% de la législation et de la jurisprudence et qui vient de cette chambre sociale à la Cour de cassation. Non, mais il y a des avocats qui défendent les dossiers aussi. Oui, certainement. Mais enfin, si vous voulez, le résultat elle-même, c'est que quand vous êtes au prud'homme, de toute façon, 9 fois sur 10, les entreprises perdent. Et je ne suis pas en train de dire que les entreprises sont toujours gentilles, hein, bien évidemment, mais le droit social est une vraie plaie. Mais bon, ça, c'est un sujet, vous voyez, on essaie d'y aller step by step, quoi, j'ose dire. Donc celui-là, on le met de côté, peut-être dans un plus tard. Voilà. Parfait, c'est sur ces mots qu'on va conclure cette première table ronde. Je cède la place. Merci à vous de votre attention.